Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Talent français. Certains d'entre nous ont peut-être la chance actuellement d'être sur les pistes de ski, lunettes de soleil vissées sur le nez, et en hommage à eux, qui ont déjà beaucoup de chance, on va s'intéresser à l'entreprise Essilor-Luxottica, qui est le leader mondial franco-italien, désormais, donc c'est un talent franco-italien plutôt que français, de l'optique ophtalmique et de la lunetterie, présent dans plus de 100 pays. Pour mémoire, nos vidéos talent ne sont pas des analyses ni des recommandations d'entreprise, mais bien plutôt des coups de projecteur, des présentations d'acteurs significatifs de notre économie. Pour une analyse et une recommandation, comme d'habitude, vous pouvez aller sur notre site imou.expert, vous retrouverez bien sûr l'analyse d'Essilor-Luxottica. Et si vous n'avez pas encore de compte sur le site, n'hésitez pas à en créer un, c'est gratuit et vous bénéficierez d'un mois de test de nos services. Essilor-Luxottica donc est aujourd'hui un acteur intégré de l'industrie de l'optique ophtalmique qui couvre toute la chaîne de valeur de la conception, la fabrication jusqu'à la distribution. Ce groupe est donc né de la fusion entre le français Essilor qui fabrique et Luxottica qui distribue en 2018. Si on s'intéresse un peu à l'histoire de ce leader mondial, eh bien tout commence il y a plus de 170 ans, en 1849 à Paris, dans le quartier du Marais, quand 13 ouvriers venus du Jura se réunissent pour créer ensemble l'association fraternelle des ouvriers lunetiers. Ils sont animés par les thèses de Proudhon et donc ils vont mutualiser les moyens de production, partager équitablement les fruits de leur travail, tout en élisant démocratiquement leur patron. Et d'ailleurs, ces origines très démocratiques du groupe persistaient encore 100 ans après, en 1950. L'entreprise appartenait encore entièrement aux cadres et aux retraités, avec un pouvoir partagé entre 3 gérants élus. Mais revenons en 1849. Rapidement rebaptisée la Société des lunetiers, mieux connue sous le nom de SL, la petite entreprise commence lentement mais sûrement son développement. D'abord en France, en intégrant un savoir-faire verrier avec l'ambition d'être parmi les principaux fabricants de verres correcteurs de Paris tout d'abord, puis en s'élargissant, en faisant l'acquisition dès 1867 de l'usine des Battants située dans la Meuse, puis encore à l'international, avec l'ouverture d'une filiale à Londres et des exportations vers l'Europe, l'Amérique latine, le Moyen-Orient et l'Amérique du Nord dès la fin du 19e siècle. Des représentants très tôt dans l'histoire du groupe vont sillonner la planète pour vendre les produits SL partout dans le monde, en s'appuyant sur des catalogues édités en français, en anglais et en espagnol. En 1900, après seulement 50 ans d'existence, la SL est passée des 13 ouvriers d'origine à 1200 salariés. Elle possède 3 usines de production de verres et 4 usines de fabrication de montures et fait déjà référence dans le monde de l'optique. Quand débute la Première Guerre mondiale, SL produit 7,8 millions de verres par an et s'est diversifié notamment dans les compas et les instruments de précision avec des produits distribués internationalement et récompensés lors de plusieurs expositions universelles. En 1927, avec le verre Stigmal, qui est développé par l'ingénieur Nectou, la SL commercialise pour la première fois de son histoire un verre correcteur qui combine une surface correctrice calculée mathématiquement et une qualité de verre élevée, garantissant au porteur une vision parfaitement nette sur toute sa surface. En 1962, un peu plus d'un siècle après sa création, la Société des lunetiers change de nom. Elle prend le nom commercial d'Essel pour correspondre orthographiquement à ses initiales d'origine et se dote d'un logo qui symbolise un œil. À cette époque, Essel règne sans partage sur le marché des lunettes en France, mais pendant l'entre-deux-guerres, un concurrent de taille fait son apparition. En 1931, Georges Lissac et ses frères, Marcel et André, qui sont eux aussi originaires du Jura, décidément un grand producteur de lunetiers, donc les 3 frères fondent la société Les Frères Lissac. En 1938, Georges Lissac imagine un concept révolutionnaire, le tout premier grand magasin entièrement dédié à l'optique sur 6 étages rue de Rivoli, où les clients peuvent bénéficier d'un test de vue gratuit. Il introduit ainsi dans l'univers de l'optique les méthodes du commerce moderne, l'emplacement pour capter les flux de clientèle sur la zone, la publicité et l'animation du magasin pour attirer les autres. Il importe au départ des montures et des verres d'Allemagne, mais l'entreprise se développe rapidement et dans les années qui suivent, Georges Lissac crée, en plus de ses activités de distribution, 2 sociétés industrielles. La société industrielle de lunetterie, la SIL, qui va notamment créer les montures Amor, qui seront reprises un an plus tard par 95% des opticiens en France, et une autre filiale spécialisée dans les verres en matière plastique, la Lor. Attardons-nous un peu sur la Lor, on a René Grandperret qui est l'un des plus proches collaborateurs de Georges Lissac, qui rapporte des États-Unis une nouvelle matière, le CR39, qui est une résine en fait utilisée pour les cockpits des bombardiers pendant la guerre et qui permet d'obtenir un verre plus résistant, plus léger et moins sensible aux rayures.
À partir de cette nouvelle matière, la L'Or va développer le premier verre organique, l'Orma, en 1958, qui va être une vraie révolution technologique parce qu'elle va rendre possible la réduction de l'épaisseur des verres des personnes souffrant de myopie. Avec l'Orma, ce premier verre organique en plexiglas donc, Lissac entre en concurrence frontale avec la SL, qui s'est spécialisée, elle, dans les verres minéraux et qui n'est pas en reste côté innovation. En 1955, la SL met sur le marché une monture invisible dont les verres sont maintenus par un fil de nylon, la Nilor, un système qui est toujours largement utilisé aujourd'hui. En 1959, SL va commercialiser le premier verre ophtalmique progressif au monde, le Varilux, qui a été mis au point à partir de 1951 par Bernard Metnaz, ingénieur à SL. C'est une véritable révolution dans le monde de l'optique de l'époque, parce qu'il permet de voir de façon plus naturelle que les doubles foyers inventés au XVIIIe siècle par Benjamin Franklin. Cette technologie unique a fait la fortune du groupe. Mais voilà, la concurrence se tend donc entre les deux entreprises, Lissac et SL, qui se rendent toutefois bien compte qu'elles sont très complémentaires. SL est bien implanté au Japon, Silor est aux États-Unis. Les ateliers d'SL sont très concentrés à Ligny-en-Barrois, tandis qu'ils sont chez Silor bien répartis sur tout le territoire. Et enfin, les innovations de chaque groupe, Varilux et Orna, sont parfaitement compatibles. Autre point qui a son importance, les deux entités ont un poids à peu près équivalent tant en termes de chiffre d'affaires que de nombre de salariés. Bref, tous ces éléments vont dans le bon sens et l'idée d'une fusion entre égaux entre les deux entreprises commence doucement à germer dans les années 1960. En 1969, après la mort de Georges Lissac, les deux entités industrielles du groupe Lissac, Sil et L'Or, fusionnent pour devenir Silor. Et quelques années plus tard, en 1972, c'est au tour d'SL de fusionner avec Silor pour former Essilor, alors la troisième plus grande entreprise d'optique ophtalmique dans le monde. Les activités de distribution de Lissac restent quant à elles indépendantes et existent toujours aujourd'hui avec plusieurs centaines de magasins Lissac. La fusion donc qui aboutit sur Essilor, fait remarquable, se fait sans heurts et sans aucun licenciement, avec une présidence qui restera alternée chaque année pendant quelques temps entre les deux groupes. Dès sa création en 1972, le nouveau groupe Essilor affiche de grandes ambitions et se donne le moyen de les assouvir. En 1974, Essilor se dote d'un second réseau sur le marché français pour soutenir son développement en faisant l'acquisition de BBGR, fruit de la fusion de Benoît Berthiaud, l'une des premières entreprises de surfaçage de verre optique dont l'origine remonte à 1846, et de Guibert Boutin, spécialisé dans les verres minéraux. L'année suivante, Essilor entre en bourse, 3 ans seulement après sa naissance. Les années 1980 sont celles de la croissance internationale. En 1987, l'entreprise française devient le leader mondial des verres ophtalmiques. À partir de 1991, le groupe est dirigé par Xavier Fontanet, un patron qu'on aime beaucoup chez Hibou. On vous invite d'ailleurs à aller écouter les cours qu'il donne sur BFM Stratégie. Vous les trouverez facilement en ligne. Il y en a un peu plus de 150 maintenant. Mais si vous avez le temps d'écouter au moins les 20 premiers, vous verrez, c'est passionnant pour mieux appréhender la stratégie d'une entreprise. Xavier Fontanet, donc, entre chez Essilor en 1990. Il en devient le directeur général de 1991 à 1996, puis PDG de 1996 à 2010. Il a donc marqué 20 années de l'histoire du groupe, ce qui n'est pas rien. Dans les années 1990, il va progressivement recentrer l'entreprise sur les verres correcteurs et vendre les activités de monture, les verres de contact, les implants intraoculaires et Angenieux également, qui est un fabricant d'objectifs photographiques et cinématographiques. Donc en tout, il va se délester de près du tiers du chiffre d'affaires d'Essilor et le groupe devient ainsi un pure player, compact et concentré sur un seul métier. En parallèle, fidèle à la philosophie de ses fondateurs, Essilor continue encore et toujours d'innover dans les années 1990. Dès 1992, la 4e génération de verre progressif Varilux est lancée, le Varilux Comfort. Ce verre est aujourd'hui encore le verre progressif le plus vendu dans le monde. On peut mentionner également Transition, le premier verre organique photochromique au monde qui fonce ou s'éclaircit en fonction de l'intensité lumineuse. Un peu plus tard est mis sur le marché le verre Chrysal, qui est un concentré de technologie qui allie résistance aux reflets, aux rayures et aux salissures. On peut citer également Myopilux, qui est un verre qui peut réduire l'évolution de la myopie chez les enfants, ou encore Optifog, un traitement des verres qui permet d'éviter qu'ils ne s'embuent. En 2005, le groupe Essilor franchit une étape supplémentaire de son développement avec son entrée dans le CAC 40. Et depuis, entre le lancement régulier de nouveaux produits hautement performants et de nombreuses acquisitions, Essilor poursuit sa croissance à un rythme régulier et soutenu. Dernier exemple en date, le rapprochement entre Essilor et l'italien Luxottica en 2018.
Luxottica est donc une entreprise créée en Italie en 1961 dans les Dolomites et qui commercialise notamment les marques Ray-Ban, Persol, Ferragamo, Chanel, Versace, Prada, Vogue, Armani, Dolce & Gabbana ou encore Oakley. À l'époque, le deal a été présenté comme un mariage entre égaux, avec un pacte assurant aux deux camps français et italiens des pouvoirs égaux malgré le déséquilibre actionnarial en faveur de Luxottica. Mais c'est finalement, malheureusement, Leonardo Del Vecchio, le fondateur de Luxottica, qui a achevé de prendre le contrôle du nouveau géant italo-français, l'accord d'égalité étant arrivé à expiration en mai 2021. Alors, Essilor Luxottica, aujourd'hui, c'est quoi ? On a un chiffre d'affaires qui est attendu à un peu moins de 20 milliards d'euros en 2021. Le groupe est aujourd'hui présent dans plus de 100 pays et c'est donc, on le disait au début, un acteur intégré de l'industrie de l'optique ophtalmique qui couvre toute la chaîne de valeur, de la conception en passant par la fabrication jusqu'à la distribution. Son chiffre d'affaires est encore aujourd'hui, comme la fusion est assez récente, clairement délimité entre Essilor et Luxottica. Alors pour Essilor, c'est donc essentiellement de la fabrication et ça contribue à hauteur de 47% du chiffre d'affaires du nouveau groupe. Et si on regarde un peu plus en détail par secteur opérationnel, on a une répartition comme suit avec d'abord les verres et le matériel optique pour 41% des ventes. Dans cette activité, Essilor conçoit et fabrique des verres correcteurs de la myopie, de l'hypermétropie, de l'astigmatisme et de la presbytie au travers de marques mondiales où les plus représentatifs sont Varilux bien sûr, Chrysal, Transition, Aizen, Experio, Nikon et Kodak. Autre activité qu'ils appellent Sunglasses et Readers pour 4% des ventes. C'est une activité qui produit des lunettes de soleil sans prescription et des lunettes prémontées. Des lunettes loupe en fait. Et donc ça rassemble un portefeuille de marques reconnues telles que FGX International, Xiamen Optical ou encore Photosynthesis Group. Troisième activité enfin, toute petite, les équipements pour 1% des ventes, qui sont représentés principalement par la société Satislo, qui fabrique et commercialise des équipements pour les laboratoires de prescription, des machines de surfachage et de traitement anti-rayures et anti-reflets. Côté Luxottica maintenant, on est essentiellement du côté de la distribution et ça contribue donc à hauteur de 53% des ventes du nouveau groupe. Et ça s'organise autour tout d'abord de la vente de détail pour 36% des ventes totales du groupe grâce à un solide portefeuille de marques de détail comme Salmoiraghi et Vigano en Italie, Spectacle Hut à Singapour, David Clulo Opticians au Royaume-Uni en Irlande, GMO en Amérique latine, Pearl Vision en Amérique du Nord, et également des chaînes de distribution comme LensCrafter en Amérique du Nord et en Chine. Fondé en 1983, LensCrafter a mis au point un concept révolutionnaire qui regroupe soins de la vue, lunettes et laboratoires en magasin pour fabriquer des lunettes en environ 1 heure. Autre grand réseau, Sunglass Hut, qui est l'un des principaux réseaux de vente au monde pour les marques de lunettes de soleil de performance et de haute qualité les plus recherchées. Les magasins se trouvent dans des quartiers commerçants à la mode partout dans le monde, en Amérique, en Europe, du Moyen-Orient à l'Australie, l'Afrique du Sud, la Chine ou encore l'Asie du Sud-Est. Il y a également la petite pépite Ray-Ban qui en 2020 a atteint le cap des 240 magasins dans le monde en mettant son ADN et son expérience unique à la portée de nouveaux consommateurs dans les villes et les lieux les plus importants de la planète. Et l'autre grande activité de Luxottica, c'est le commerce de gros pour 17% des ventes totales du nouveau groupe sur plus de 150 pays avec environ 50 filiales commerciales sur ses principaux marchés et environ également 50 distributeurs indépendants sur les autres marchés moins développés. Les questions qui se posent aujourd'hui pour l'investisseur qui s'intéresse à Essilor Luxottica sont les suivantes. Tout d'abord, Essilor a tiré son succès éclatant de son savoir-faire en verre optique. Avec la fusion avec Luxottica, le groupe a désormais un nouveau métier, la distribution. Ce nouveau modèle fonctionnera-t-il à l'heure d'Internet ? Par ailleurs, les querelles franco-italiennes dont on a parlé pour prendre la tête du groupe ne vont-elles pas nuire à la performance de l'ensemble ? Ensuite, autre point, au global, le marché de l'industrie de l'optique ophtalmique est porteur avec une croissance pérenne de 3% par an mais qui n'est pas non plus énorme, avec une position déjà dominante, une rentabilité très haute. Est-ce que Essilor Luxottica pourra obtenir une croissance de ses bénéfices supérieure à la progression annuelle de 3% donc du marché mondial ? Voilà, autant de points qu'il faudrait éclaircir avant de se décider pour investir dans le groupe. Je vous le rappelle, si vous voulez une analyse plus approfondie et un conseil fondé sur cette valeur, n'hésitez pas à aller consulter ce qu'on a écrit dessus sur notre site. Voilà, en attendant, j'espère que cette petite présentation vous aura plu et je vous dis à très bientôt avec l'équipe Hippo.